Bonjour à tous, bon matin, presque 400 inscrits à ce webinaire aujourd'hui, donc bienvenue. Tout d'abord, mes petits messages techniques. Donc, sachez que ce webinaire est enregistré. La raison est simple. En fait, là, c'est qu'on veut rendre disponible l'enregistrement sur les réseaux sociaux et aussi l'enregistrement sera envoyé. Un lien web sera envoyé, en fait, là, à tous les inscrits au webinaire. Donc, voilà. Autre message aussi, donc, c'est une présentation à micro fermé, étant donné là, justement le nombre de participants. La façon de communiquer avec nous, ça sera en écrivant vos questions dans le question-réponse. C'est possible de le faire là, vraiment pendant toute la présentation. Aucun souci à ce niveau-là. Sachez que le clavardage sera fermé et on va y aller comme ça, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Puis, il y aura quelqu'un aussi qui répondra en temps réel quand c'est possible. Puis, on laissera aussi une période de questions à la fin. Donc, voilà, donc j'amorce le tout. Mon nom est Émilie Saint-Samuel, je suis directrice générale adjointe et relations publiques du Fonds d'action québécois pour le développement durable, qu'on appelle pour les intimes le FAQDD, et les intimes sont nombreux aujourd'hui. Voilà. Effectivement, c'est un plaisir là, de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de réouverture de l'enveloppe d'aide financière du Fonds Éco-Leader. Chose qu'on peut dire, bien, premièrement, la première chose, c'est que la phase 1 du Fonds Éco-Leader, ça a été vraiment un réel succès. Les données le prouvent. Je peux vous partager ça. On peut changer de diapositive. Merci. Hein, on est quelques-uns là, à être là derrière l'écran ici au FAQDD. Donc, effectivement, là, première phase, un réel succès. On parle de plus de 1100 projets acceptés, plus de 1800 entreprises qui ont été financées, entreprises privées, entreprises d'économie sociale. Plus de 143 millions qui ont été investis par le Fonds Éco-Leader et par les entreprises aussi. On voit que c'est vraiment un effet, un impact positif là, assez grand. Et plus de 50 000 entreprises qui ont été sensibilisées là, à l'opportunité d'éco-responsabilité à travers toutes les activités réalisées par le Fonds Éco-Leader et son réseau. Quelques retombées estimées, là, on parle vraiment d'estimation parce que, mine de rien, nous sommes toujours à finaliser la comptabilisation là, de l'impact de la phase 1 et bien sûr, le vérifier, c'est des données aberrantes, donc on est vraiment dans la rigueur. Mais pour vous donner des chiffres, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, là, donc on est à plus de 970 000 tonnes équivalentes là, de CO2 qui sont réduites. On a une réduction des matières résiduelles là, de 2,5 millions de tonnes, une réduction de la consommation électrique aussi, puis réduction de la consommation de combustibles fossiles et de carburants fossiles qui est assez impressionnante aussi. Bien sûr, là, dans le cadre du Fonds Éco-Leader, on est quelquefois là, en impact qui sont réalisés. Donc, autrement dit, il y a des pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres qui sont implantées dans le cadre du projet. Certaines données sont prévues parce que, bien sûr, dans le cadre du programme, mais on est à l'étape d'évaluer nos options, d'aller chercher toute l'information disponible pour savoir comment passer à l'action de la meilleure façon possible. Des nouvelles. Donc, je voulais vous faire là, un petit topo de ce qui se passe actuellement. Donc, oui, effectivement, renouvellement du Fonds Éco-Leader. Le MEIE a annoncé finalement sa contribution au Fonds Éco-Leader à hauteur de 5 millions de dollars pour une année, donc pour 2024-2025. C'est une très, très bonne nouvelle. On en est réjouis. On pense vraiment que c'est un programme, comme on peut le voir, qui a un fort impact dans l'écosystème en fait, l'économie verte au Québec. 5 millions de dollars, bien, qu'est-ce que ça signifie aussi? Ça signifie un recentrage du mandat. En fait, c'est une enveloppe là, qui est un peu plus réduite par rapport aux années précédentes du programme. Donc, ce recentrage-là signifie qu'on mise sur le programme de financement. Donc, la raison pourquoi on se réunit aujourd'hui, sur le site web du Fonds Éco-Leader qui est toujours disponible et aussi sur le répertoire d'experts qui est lié à notre programme de financement et qui est très, très actif. Et bien sûr, bien, sur la gestion du FAQDD de ces différents outils-là. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Vous l'aurez sûrement compris, les nouvelles voyagent vite sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la fin du réseau de conseillers du Fonds Éco-Leader. À ce sujet-là, ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'on remercie tous les conseillers qui ont été là à travers les années. On remercie les partenaires régionaux, on remercie aussi nos partenaires nationaux
qui ont fait un travail vraiment colossal. Et vraiment, sans eux, le Fonds Éco-Leader, comme il est là, n'aurait pas pu être réalisé. Donc, vraiment, chapeau et merci beaucoup pour tout ce bon travail. Et ben, sachez que l'objectif, c'est de continuer à collaborer tous ensemble. Donc, merci pour ça. Maintenant, bien sûr, ce soutien-là, je vois de l'amour. Alors, merci de donner de l'amour à ces différents partenaires. Donc, bon, bien sûr, on ne remplace pas un réseau de conseillers comme ça. Hein, ça serait vraiment un leurre, puis je pense qu'on ne peut pas le dire. Maintenant, on a mis en place quelques outils pour aider les entreprises qui veulent passer à l'action, qui s'intéressent au programme. Donc, comme on le disait, le site web sera toujours disponible et on a mis en place là, une espèce de parcours guidé, différentes questions que les entreprises peuvent se poser pour savoir comment se préparer à déposer au programme de financement du Fonds Éco-Leader notamment. Et bien sûr, l'équipe du FAQDD sera toujours là pour répondre aux questions concernant le programme de financement. Donc, vous connaissez bien l'équipe. Je pense que vous avez été en lien pour la plupart d'entre vous avec nos différents analystes et l'équipe entreprise. Donc, n'hésitez jamais, on est là pour ça. Ensuite, bien sûr, recentrage et même réouverture d'enveloppe. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est une opportunité d'amélioration. Bon, hein, on le sait, là, c'est des programmes qui continuent, qui ont à faire face à de nouveaux défis. La popularité est un grand défi. C'est un beau défi, on pourrait dire, mais quand même, il faut s'assurer qu'on reste toujours intéressant et opérationnel. Pour cette raison-là, on s'est beaucoup penché là, dans les derniers mois sur les opportunités de faciliter le traitement des demandes de financement. Pour ce faire, on a décidé de poursuivre l'automatisation que vous avez sûrement vue dans la dernière année, c'est-à-dire qu'il sera possible là, de continuer à déposer les demandes, soit les formulaires de demande de financement ou les rapports finaux en ligne. Et bien sûr, ces formulaires-là vont être connectés, nous autres, sur nos bases de données, là, donc par les processus d'automatisation. Donc, en fait, ça sera la seule manière de déposer une demande. Donc, voilà, on continue de ce point de vue-là. Ensuite, un petit changement. Et là, je vous recommande d'être très, très attentif. En fait, justement, pour favoriser des délais de traitement optimaux, on va vraiment demander à ce que les demandes soient complètes. Par demande complète, je veux dire toutes les questions posées qui sont répondues et aussi tous les documents qu'on demande qui sont joints. Par le passé, on faisait des accommodements, on reposait des questions, on revenait vers les demandeurs, mais pour assurer, là, je dirais, une chance égale aux demandeurs qui vont vraiment s'assurer que tout est là du premier coup. On veut vraiment dire aux demandeurs qui n'auraient pas complété leur demande comme il se doit, de redéposer leur demande. Alors, ce n'est pas faire des ajustements à une demande actuelle, ça sera vraiment un redépôt qui sera demandé. Donc, je vous recommande vraiment de prendre le temps de bien voir si votre demande est complète, si toutes les questions sont répondues, de nous appeler au besoin avant de déposer votre demande. Et finalement, il y aura notamment un guide de facturation qui va être rendu disponible pour différentes raisons. Pour les deux volets, donc volet 1, là, entreprise, et même le volet cohorte, donc plusieurs entreprises réunies. On s'entend que, parfois, la facturation est plus difficile. Comment facturer, quelles preuves nous fournir? Alors, tout ça, ça sera disponible aussi sur le site web du programme. Dernier point, peut-être par rapport au programme, vous l'aurez compris, j'ai parlé d'une année, donc on parle d'un horizon temporel des projets qui devra être réduit. Bien sûr, là, on parle d'une fin de projet autour de fin janvier 2025. Donc, bien sûr, ça demandera aux demandeurs et aux experts qui les accompagnent de penser à des projets qui sont réalisables sur cette durée-là. Parce qu'effectivement, il n'y aura pas possibilité d'extension. Donc, vraiment, il faut prévoir là, des projets qui sont réalisables là, en quelques mois et pas en une année entière ou plusieurs années, donc à avoir en tête aussi. Je parle d'un an, justement, donc une année, c'est bien parce qu'on peut faire beaucoup de choses, on l'a vu dans les dernières années. Maintenant, c'est le souhait au FAQDD et puis de différents partenaires aussi de renouveler le Fonds Éco-Leader et de le faire sur une plus longue période. On sait que
de renouvellement sur quelques années permet d'assurer une stabilité dans le temps, d'assurer des projets aussi qui vont être réalisés sur une plus longue période, d'avoir une prévisibilité autant au niveau des entreprises qui savent qu'ils peuvent compter sur ce programme-là que sur les experts aussi qui offrent des services dans le cadre du programme. Donc, vraiment, c'est notre souhait de se pencher sur cette question-là pour le renouveler. Peut-être un élément qui pourrait nous donner un coup de pouce après ces plusieurs années là, de fonds éco-leaders, ce serait de recueillir votre témoignage. Là, hein, on sait que vous êtes occupé, donc on ne veut pas faire ça non plus. On ne vous demande pas des lettres signées envoyées par pigeon voyageur ou voilà, écrit de votre belle main, mais un témoignage par courriel tout simplement, indiquant votre appréciation du fonds éco-leader, votre expérience, comment le programme est utile, comment est là sa niche dans l'écosystème d'économie verte au Québec. Il n'y a aucune obligation et sachez que le fait de le faire ou de ne pas le faire n'aura aucun impact sur le traitement de votre demande. C'est deux processus complètement séparés, mais vraiment votre témoignage, soit à titre d'expert, à titre d'entreprise ou même d'organisation économique du territoire, peut avoir un impact et est intéressant pour nous. Donc, je vous invite à le faire tout simplement. Maintenant, j'ai fini mes nouvelles. Je vais passer la parole à mon collègue Frédéric, que vous reconnaîtrez peut-être parce que, oui, il était conseiller du Fonds Éco-Leader dans la région de l'Outaouais. Donc, il connaît très bien le Fonds Éco-Leader, son fonctionnement et son impact sur le terrain. Donc, on est très heureux de l'avoir parmi nous. Et je lui passe la parole, tout simplement. Et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Amélie. Bon matin tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le renouvellement du Fonds Éco-Leader. Donc, comme Amélie le mentionnait, certains me connaissent, je voyais les noms passer déjà. On est, comme Amélie aussi le disait, on est très nombreux ce matin, là, plus de 450 personnes présentes avec nous au webinaire en ce moment, malgré qu'il soit assez tôt. Donc, j'étais anciennement conseiller. On connaît très, très bien donc le programme et c'est ce qui nous a occupé, le Fonds Éco-Leader, beaucoup dans les dernières semaines, derniers mois, toujours dans une optique d'améliorer le programme, de l'optimiser le plus possible. Avant de passer aux choses sérieuses, au vif du sujet, j'aimerais aussi préciser que le webinaire est enregistré, sera disponible sur les médias sociaux du Fonds Éco-Leader par la suite, un petit peu plus tard dans les prochains jours en fait, et sera aussi envoyé par courriel aux personnes qui étaient inscrites au webinaire qui n'ont pas pu être présentes. Donc, commençons tout de suite. Je vous préviens tout de suite, je risque de monologuer durant les 25-30 prochaines minutes. Donc, si vous avez des questions, comme Amélie le mentionnait, micro fermé. Donc, on a une collègue ici qui s'occupera de répondre à vos questions et de nous en garder pour la fin, pour la période de questions également, pour répondre de vive voix. Donc, objectif du Fonds Éco-Leader, toujours le même objectif que les années passées, donc c'est-à-dire soutenir les entreprises québécoises dans l'amélioration de leur performance environnementale et l'augmentation de leur compétitivité. Dans cette simple phrase, il y a quand même quelques mots-clés. Donc, on parle d'entreprises québécoises, donc on reste vraiment dans la province du Québec. Performance environnementale, vous allez m'entendre le répéter 3, 4, 5 fois dans la présentation. L'objectif principal du Fonds Éco-Leader, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur bilan environnemental et leur performance environnementale. C'est vraiment le cœur du programme, donc on y revient un petit peu plus tard. Et bien sûr, l'augmentation de la compétitivité. Comment le Fonds Éco-Leader peut aider les entreprises au Québec? Bon, il y a différents leviers en place. Premièrement, un programme de financement que vous connaissez tous, qui est très populaire depuis des années maintenant et qui intéresse probablement la majorité des gens qui sont présents aujourd'hui. Étant donné qu'on va le détailler un petit peu plus tard, j'y reviens dans quelques instants. Dans un deuxième temps, différentes ressources qu'on a mises en place. Donc, oui, on a toutes les documentations nécessaires pour le programme, donc guide du demandeur, les guides du demandeur, je fais une parenthèse, seront disponibles tout de suite après le webinaire. Donc, vous aurez accès directement sur le site web du Fonds Éco-Leader. Vous avez entre autres un répertoire d'experts, vous avez un blog sur le site web pour vous inspirer. Et comme vous voyez, il y a une petite étoile à côté de répertoire d'experts, car je fais une note à ce sujet. Le répertoire est en refonte complète en ce moment. Donc, on mettra de l'avant un nouveau répertoire dans les prochaines semaines. Donc, pour les experts présentement inscrits, soyez pas surpris si vous recevez une invitation à vous réinscrire. C'est tout à fait normal. Aussi, pour les experts qui ne sont pas inscrits sur le répertoire actuel,
qui sera encore utilisé dans les prochaines semaines dans cette période de transition. À noter que vous pouvez vous inscrire sans aucun problème. Vous rendez sur le site web dans la section Trouver un expert et toute la procédure d'inscription s'y trouve. Cependant, notez que si vous inscrivez en ce moment, on ne sera pas en mesure de vous afficher tout sur l'ancien répertoire qu'on utilise encore, mais seulement lorsque le nouveau répertoire sera disponible. Par contre, à l'interne, vous êtes tout autant admissible à faire des projets avec le Fonds Écoulideur. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Troisième levier, Amélie l'a mentionné un petit peu brièvement tantôt, un nouveau parcours qu'on a appelé la boussole Écoulideur, qui est disponible dès maintenant aussi sur le site web du Fonds Écoulideur, donc pour vous guider parmi les étapes, les processus et aussi pour vous inspirer dans vos différents projets. Donc, je vous inviterai à aller tenter l'expérience dès la fin du webinaire. Et donc, sans plus tarder, parlons du programme de financement. Donc, brièvement, avant de tomber dans les chiffres, on se rappelle que le programme de financement sert à engager des experts, donc les 10 experts qui sont sur le répertoire, hein, on fait un lien direct, et pour des projets qui sont en pratique d'affaires éco-responsables ou pour se préparer à l'acquisition de technologies propres. Ça, c'est deux petites phrases que vous allez entendre dans les prochaines minutes également. Et étant donné qu'on veut des retombées environnementales concrètes et tangibles, on veut aussi des mesures concrètes. C'est celles-là qu'on va financer. Donc, tout ce qui est production de diagnostic, études, plan d'action, accompagnement, c'est vraiment ça qu'on va financer dans le cadre du Fonds Écoulideur. Encore une fois, là, je vais aller dans le plus concret, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les chiffres. Mais au plus grand bonheur de plusieurs, le programme de financement revient sensiblement avec les mêmes plafonds financiers qu'autrefois. Donc, l'enveloppe financière qui était si populaire risque de l'être encore, c'est ce qu'on se dit. Donc, vous avez ici deux carrés de couleurs. Si on commence par le carré de gauche, le bleu, vous voyez qu'une entreprise peut aller chercher jusqu'à 40 000 $ de subventions non remboursables pour un projet en adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. Plus précisément, on peut aller chercher jusqu'à 20 000 $ pour des études et des analyses, jusqu'à 10 000 $ pour des plans d'action concrets, toujours, et jusqu'à 10 000 $ pour l'accompagnement dans l'implantation. Parallèlement, une entreprise peut aller, pour un projet en préparation à l'acquisition de technologies propres, peut aller chercher jusqu'à 60 000 $ de subventions non remboursables et si on explose ce montant-là, jusqu'à 45 000 pour des études et des plans d'action et jusqu'à 15 000 pour de l'accompagnement préalable à l'acquisition de ces dites technologies propres. Un autre chiffre qui peut vous intéresser beaucoup, c'est celui qu'on retrouve à droite. C'est donc encore jusqu'à 75 % des dépenses admissibles des projets qui peuvent être subventionnés cette année. À noter, par contre, un changement qui n'est pas écrit sur la diapositive ici, c'est que le plafond par entreprise est pour cette année de 60 000 $ par entreprise. Donc, il n'y a aucun problème à faire 2, 3 projets en simultané ou de façon consécutive, mais à noter que le plafond de 60 000 $ par entreprise pour cette année ne devra jamais être dépassé. Définition, en fait, des termes que j'utilise depuis le début, pratique d'affaires éco-responsables, technologie propre. Vous les retrouvez évidemment dans les guides du demandeur et je vous laisserai les lire par vous-même, surtout parce qu'il faut bien les comprendre avant d'élaborer un projet. Et celle de technologie propre est quand même assez costaud, disons-le. Mais bref, ce que vous devez retenir, c'est que autant dans le cas des pratiques d'affaires éco-responsables que technologie propre, on souhaite répondre à un enjeu environnemental et donc d'améliorer le bilan environnemental de l'entreprise. Je vous l'ai dit, je vais vous le répéter encore quelques fois dans la présentation. C'est vraiment le cœur et l'objectif principal du Fonds Écoulideur. Cela nous amène à considérer les thématiques de projet, parce que chaque projet s'inclut dans une thématique principale et possiblement des thématiques secondaires. Ces thématiques ont été modifiées un peu cette année. Donc, certaines thématiques ne sont plus à l'écran. Ne paniquez pas, n'ayez crainte. Celles qui ne sont plus à l'écran sont toujours admissibles, mais pour éviter des dédoublements de thématiques, ce qu'on se rendait compte qui se passait dans les années précédentes, et bien sûr, pour continuer de suivre les lignes directrices du programme le mieux possible, on a modifié et donc optimisé les thématiques. Pour vous faire une explication sur qu'est-ce qui s'y trouve plus et qu'est-ce qui est nouveau,
Tout ce qui est, par exemple, de l'économie circulaire ou du bâtiment durable, c'est des projets encore qui sont encore totalement admissibles au programme. Cependant, on se rendait compte que ces projets étaient souvent plus globaux et touchaient plusieurs thématiques différentes. Donc, au lieu d'être des thématiques à part entière, maintenant, ces projets seront simplement inclus dans les thématiques appropriées, par exemple la gestion de matières résiduelles pour ce qui est de l'économie circulaire ou la gestion de l'eau. Bref, on essaie vraiment de synthétiser un peu les thématiques. Pour ce qui est d'analyse de cycle de vie, ce qu'on se rendait compte aussi au fil des analyses, c'est que l'analyse de cycle de vie en soi est plus un outil qu'une thématique. Donc, lorsqu'une analyse de cycle de vie est pertinente, est encore liée à des retombées environnementales tangibles, est encore autant admissible qu'avant, mais sera incluse dans la thématique de projet pertinent à ce moment-là aussi. Et un petit nouveau cette année que vous voyez en bas à droite, qualité de l'air. Encore une fois, avec les analyses, on se rendait compte que c'était une thématique qui manquait à la vue des projets qu'on recevait. Et donc, encore une fois, dans l'optique de favoriser les dépôts de projets et de suivre les lignes directrices, on a ajouté cette année qualité de l'air. Grand bonheur de plusieurs, vous remarquerez aussi qu'il est encore possible de déposer de deux façons différentes au Fonds Écoliteur. Donc, dans un premier temps, au volet 1, entreprise, pour les entreprises qui veulent faire leur projet de façon individuelle. Donc, avec un enjeu spécifique, un projet spécifique à eux, avec un ou des experts. C'est la façon plus traditionnelle de déposer un projet, comparativement à d'autres programmes de financement aussi. Donc, le volet 1, encore là, est toujours existant. Volet 2 revient aussi cette année. Donc, plusieurs beaux projets de cohorte qu'on a financés dans les dernières années et ce sera toujours possible de le faire. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les cohortes, on parle de regroupement de 3 à 10 entreprises qui ont un objectif commun puis qui sont réunies par un coordonnateur. Donc, parce que dans ce volet-là, on a un nouveau rôle qui apparaît, en fait, celui du coordonnateur qui souvent va recruter et rassembler et coordonner tout l'ensemble du projet. Cependant, à noter que pour fonctionner en cohorte, qui est quand même une façon de faire les projets différentes, on doit justifier la pertinence de la cohorte, notamment avec des économies d'échelle et le comment on va être en mesure d'avoir un gain en efficience, donc de partager des ressources, des connaissances, des expériences. Donc, ces informations sont essentielles pour l'admissibilité du projet et sont assurément demandées dans le formulaire de dépôt de projet. Quelques exemples de projets admissibles. Vous comprendrez que le programme du Fonds Écoliteur finance une multitude de projets et que ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Vous avez beaucoup d'autres projets qui sont en exemple aussi sur le site web, sur le blog et même dans le guide du demandeur. Mais ici, je trouvais pertinent quand même d'illustrer qu'est-ce que le Fonds Écoliteur peut financer rapidement. Donc, quand on parle de la thématique de gestion de l'eau, on pourrait aller avec des études, des analyses préalables à l'implantation d'un système de récupération d'eau pluviale, une caractérisation des eaux dans le but de les assainir, des études, des analyses en amont de l'implantation d'une technologie qui permet de réduire la quantité d'eau utilisée dans les processus. D'ailleurs, il y a du genre de projets qui font des retombées incroyables, pour en avoir vu quelques-uns, des centaines de milliers de litres d'eau qui peuvent être économisés. Donc, franchement impressionnant. Résiduelle, une caractérisation ou un plan de gestion de matières résiduelles qui sont souvent la porte d'entrée des projets en gestion de matières résiduelles. Tous les projets d'économie circulaire, comme je vous mentionnais plus tôt, même si ce n'est plus une thématique en soi, les projets en ce sens sont toujours admissibles. Et comme ceux-là, dans une optique de valorisation de matière, seraient placés dans gestion de matières résiduelles. Ou encore des études sur l'utilisation de déchets agricoles pour la méthanisation. En troisième lieu, gestion de l'énergie, une thématique extrêmement populaire et qui risque de l'être encore cette année. Si on parle par exemple d'audit énergétique de bâtiments, de procédés, ou encore des études pour la production d'énergie de sources renouvelables, par exemple des micro-turbines hydroélectriques, des panneaux solaires, des éoliennes ou toute autre énergie renouvelable que vous pourriez avoir en tête. Je me permets de faire un petit point très rapide sur le programme de Éco-emballage Plus, qui est un programme financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, donc communément appelé le MAPAC, et géré par le FAQDD. C'est un programme qui appuie la transition des entreprises bioalimentaires vers le système de consigne et le système de la collecte sélective modernisé et qui cible l'éco-conception des emballages alimentaires.
Pourquoi je fais un point aujourd'hui sur ce programme? Ben, de un, c'est un programme qui a une structure très similaire à celle du Fonds Écouleur et qui permet d'engager des experts en éco-conception pour faire les projets, mais surtout aussi parce qu'on a remarqué depuis l'ouverture en fait d'éco-emballage que plusieurs projets en éco-conception d'emballage étaient déposés au Fonds Écouleur et auraient été beaucoup plus bénéfiques pour le demandeur d'être déposés à Éco-emballage plus. Donc, si vous avez des projets, si vous êtes un expert qui travaille dans la matière ou vous êtes un demandeur qui avait un projet en ce sens, bien, je vous invite fortement à prendre connaissance du programme Éco-emballage plus pour savoir si votre projet pourrait être admissible et donc être plus pertinent et bénéfique pour vous dans ce programme. Et en terminant, le timing est incroyable parce que ce midi, donc aujourd'hui à midi, il y a un webinaire sur le programme d'Éco-emballage plus. Donc, si jamais vous êtes intéressé, que vous soyez un expert ou un demandeur, à en savoir plus sur le programme d'Éco-emballage plus, bien, je vous invite, et que vous n'êtes pas inscrit, évidemment, que vous l'apprenez en ce moment, ben, n'hésitez pas à écrire un petit courriel à écoemballage@faqdd.qc.ca. Quelqu'un sera un plaisir de vous envoyer le lien de connexion pour que vous puissiez être là ce midi. Nouvelle modalité et rappel, une section probablement très attendue du webinaire. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière et aussi qu'est-ce qui a changé peut-être l'année d'avant, mais qui sont des informations cruciales à garder en tête pour l'élaboration des projets. Allons-y sans plus tarder. Premièrement, on n'a pas encore parlé de date trop. Gardez ces dates-là en tête. Donc, à partir du 3 juillet, donc dans un peu moins de 2 semaines, les dépôts de projets seront ouverts. Donc, les dépôts de projets ne sont pas ouverts à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez les guides du demandeur qui sont rendus disponibles. Vous aurez aussi dans les prochains jours plusieurs autres ressources, que ce soit des vidéos, une foire aux questions, une trousse demandeur complètement revue, une trousse de dépôt plutôt complètement revue que je vous invite à télécharger dans le cas où vous avez un projet en tête. Donc, vous avez plusieurs informations et ressources déjà disponibles, vous en aurez d'autres dans les prochains jours, pour prendre connaissance de tous les détails du programme, être en mesure d'élaborer votre projet, de discuter peut-être même avec déjà des experts, pour qu'au 3 juillet, si cela vous convient, vous pourriez déposer déjà un projet. Donc, gardez en tête la date du 3 juillet pour l'ouverture des dépôts de projet. Comme Amélie le mentionnait, c'est une enveloppe de 5 millions qu'on a cette année. Et donc, vous avez deux dates très cruciales, probablement les deux plus importantes du webinaire à garder en tête, c'est-à-dire le 31 janvier 2025, qui est la date limite pour terminer un projet. Donc, gardez en tête lorsque vous élaborez votre projet que vous avez un échéancier à respecter et que le 31 janvier 2025, maximum, le projet doit être terminé. Même chose pour le 28 février 2025, tout ce qui est rapport final, reddition de compte, facture, preuve de paiement doit être rentré aussi. Donc, c'est deux dates à mettre à votre agenda, absolument. Sinon, comme je vous disais, nouvelle trousse d'outils, nouveau guide, nouveau gabarit à télécharger, nouveau formulaire web de dépôt. Je vous en parle dans quelques instants. Et la dernière ligne, mais non la moindre, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'utiliser les dernières versions des documents pour compléter votre demande. On se rappelle qu'au début du Fonds Écouleur, on demandait le formulaire de dépôt était version PDF. Ce n'est plus le cas. Maintenant, tout est en ligne. Donc, si vous êtes en train de remplir un formulaire PDF pour le Fonds Écouleur, dites-vous que c'est assurément pas la bonne chose que vous faites en ce moment. Concentrez-vous vraiment sur les versions en ligne. C'est celles-là qui pourront être analysées. Nouvelle modalité, je voudrais un des plus gros changements cette année, selon moi, toujours dans une optique d'être le plus efficient possible dans nos processus d'analyse, c'est que la soumission de l'expert est désormais incluse au sein du formulaire de dépôt. Donc, avant, encore l'année passée, ce qu'on demandait, c'est que le formulaire de dépôt est en ligne, ça n'a pas changé, et on demandait en pièce jointe une soumission de l'expert. C'est encore possible de mettre la soumission en pièce jointe, cependant, ce sera un document complémentaire car la soumission qui sera analysée, la seule soumission qui sera analysée est celle qui est incluse dans le formulaire. Donc, tout ça en ligne, le formulaire qui était rempli l'année dernière, par exemple, n'a pas changé, sauf justement les ajouts par rapport à la soumission. Et on pouvait enregistrer le formulaire, le compléter dans le délai de 28 jours qui est mentionné en début de formulaire. Vous pouvez partager le lien à l'interne aussi pour qu'on soit plusieurs de l'entreprise, par exemple, à remplir un formulaire. Bien, maintenant, ce lien-là devra être partagé aussi à l'expert parce que l'expert aura une partie du formulaire à remplir, dont celle qui fait référence à son offre de service. Donc,
Aussi, j'aimerais préciser que tout ce qui était des éléments essentiels auparavant dans l'offre de service le sont toujours. Les informations n'ont pas changé pour être capable de faire l'analyse complète. Fait qu'on parle des activités, des livrables, des coûts, des retombées du projet. Bref, vous ne devriez pas être trop pris au dépourvu. C'est les mêmes informations qu'on demande. C'est ce qui fait le tour pour ce qui est de la soumission de l'expert. Aussi, plan d'action. On se rappelle, par exemple, si on a un projet en pratique d'affaires éco-responsable, on a les études, les analyses, les plans d'action concrets, l'accompagnement. Ce qu'on se rendait compte, c'est que dans l'aspect plan d'action, la catégorie plan d'action, on avait toutes sortes de choses et on avait des plans d'action qui étaient difficiles de considérer comme des plans d'action. Donc, maintenant, on demande de minimalement inclure dans ces plans la priorisation des actions retenues, des objectifs spécifiques, des atteignables, mesurables, des cibles, des indicateurs, des échéanciers, bref, la base pour pouvoir considérer ça comme un plan d'action. Bien sûr, toutes les informations complémentaires, spécifiques à l'entreprise, toutes les informations de plus sont les bienvenues. Cependant, à noter que maintenant, il y a quand même des critères minimums à respecter pour les plans d'action. Au niveau des dépôts de projet, bon, une autre très bonne nouvelle, une question que vous avez peut-être en tête en ce moment, est-ce que si j'ai déjà eu une subvention du fonds includeur par le passé, suis-je tout de même admissible ou est-ce que ça se joue sur les montants affectés cette année, qui pourraient m'être alloués cette année? La réponse, c'est on recommence à zéro. Donc, si vous avez déjà eu 50 000 de subvention, par exemple, ça ne change pas, c'est indépendant de cette année. Donc, vous pourriez aller chercher jusqu'au montant maximum par entreprise qui est de 60 000 cette année. Donc, tout le monde repart avec une carte vierge. Au niveau des dépenses admissibles, il y a eu quelques petits changements. Je vous en nomme quelques-uns ici. Donc, tout ce qui est des banques d'heures peuvent être admissibles jusqu'à concurrence de 10 de la catégorie concernée. Par contre, pour être admissible, étant donné qu'on doit justifier le financement en fonction de qu'est-ce qu'on veut financer dans les lignes directrices du fonds includeur, on va demander bien sûr des explications claires sur pourquoi ces banques d'heures sont nécessaires et à la fin du projet, un compte rendu puis livrable sur qu'est-ce qui a été fait finalement dans ces banques d'heures. Au niveau de frais de déplacement, des montants maximaux cette année, donc dans la catégorie individuelle, volet 1, on a des montants qui vont jusqu'à 2 500 $ pour ce qui est des déplacements, et dans le volet 2, un plafond à 5 000 $. Aussi, bonne nouvelle cette année, tout ce qui est des honoraires professionnels qui sont directement liés à la reddition de compte exigée par les FAQDD peuvent être admissibles jusqu'à concurrence de 1 500 $. Donc, on est bien conscient que la reddition de compte qui est exigée, les experts sont souvent là pour aider les entreprises à la faire. Et donc, on permet maintenant de rémunérer jusqu'à 1 500 $ ces experts-là pour le travail qu'ils font, qu'ils accomplissent dans le cadre de la reddition de compte en fin de projet. Rappel, donc ça, ce n'est pas des choses qui ont changé cette année, mais c'est des informations qui sont toujours très cruciales à garder en tête lorsque vous élaborez votre projet. Sachez que le financement accordé peut varier entre 50 et 75 %, dépendamment toujours des retombées environnementales potentielles du projet. Donc, j'y reviens encore une fois. Retombées environnementales, c'est le cœur du programme du fonds includeur. Donc, plus il y a des retombées environnementales, plus les chances que le projet soit admissible sont grandes. Donc, n'oubliez pas de justifier correctement dans votre demande de dépôt quelles sont les retombées environnementales attendues et potentielles du projet. Si un projet concerne à la fois les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres, c'est possible, il n'y a aucun problème. Par contre, 2 formulaires sont à remplir. On n'est pas en mesure de mettre les deux volets, les deux grandes catégories ensemble dans un même formulaire. Aussi, comme Amélie l'a mentionné il y a déjà plusieurs minutes de ça, un guide de facturation est rendu disponible cette année. Donc, le guide de facturation sera surtout utile pour les cohortes, je vous dirais, mais aussi très utile pour les demandeurs individuels. Donc, prenez connaissance du guide en amont du projet et surtout rendu à la fin pour s'assurer aussi d'avoir toutes les preuves de paiement acceptables qui sont jointes à la reddition de compte final parce que, assurément, nous, on doit s'assurer que les preuves de paiement soient vérifiables, authentiques et donc, on s'attend à avoir des preuves qui sont tout autant de votre part. Donc, vous avez des exemples dans le guide de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, encore une fois, je vous invite à le télécharger. En horaire professionnel, ça n'a pas changé non plus. Le taux horaire maximal admissible pour les experts est de 200 $ de l'heure.
Donc, si vous avez un projet avec un expert qui facture plus que de 200 de l'heure, c'est possible, ce n'est pas un enjeu. Cependant, sachez que le montage financier sera soit revu à la baisse ou soit doit être concocté à la base avec 200 de l'heure, car au-delà de ça, ça devient non admissible. La partie en haut de 200 de l'heure est inadmissible. Cohorte, j'ai glissé un mot tantôt, on va vouloir une justification, bien sûr, de la pertinence de pourquoi on fonctionnerait en cohorte. Donc, les économies d'échelle potentielles de fonctionnement en cohorte ainsi que les gains en efficience sera demandé dans le formulaire de dépôt. Et il y a toujours des plafonds pour les cohortes. Donc, pour les cohortes qui travaillent en pratique d'affaires éco-responsable ou en technologie propre, on a un plafond à 200 000 par cohorte et jusqu'à 300 000 pour les projets de pratique d'affaires et de technologie propre qui sont ensemble. Procédure de dépôt. Donc, assez simple, je vous dirais, consultez d'abord les guides du demandeur. C'est votre meilleur ami pour déposer un projet. Vous avez toute l'information qui s'y trouve, autant pour le volet 1, le volet 2, des détails sur les dépenses admissibles, les dépenses inadmissibles, autant les projets admissibles aussi, et vraiment toute l'information s'y trouve. Par la suite, vous pouvez contacter un expert présent sur le répertoire ou un expert qui ne l'est pas et qui compte s'inscrire prochainement afin de parler du projet, conclure avant de faire une soumission, enfin, avant de faire un formulaire de dépôt, remplir un formulaire de dépôt. Par la suite, exactement, déposer, élaborer avec votre expert, déposer au formulaire en ligne. Les liens seront présents à partir du 3 juillet, comme je vous disais, sur le site web du Fonds Éco-Leader. Et étape 4, bien sûr, assurez-vous d'avoir en main tous les renseignements nécessaires et remplissez et complétez et envoyez la demande d'aide financière. Comme on l'a dit précédemment, c'est probablement le plus gros nouveau. Vous devrez cette année partager le lien du formulaire avec l'expert pour être sûr que vous le remplissez ensemble. On demandera aussi la signature autant de l'entreprise que de l'expert avant de pouvoir envoyer officiellement le formulaire de dépôt. Donc, avant de terminer, on achève, inquiétez-vous pas. Les dates à retenir, donc 30 novembre, je vais commencer avec le 3 juillet. Je vous le répète encore, le 3 juillet est la date, dans un peu moins de 2 semaines, qu'on ouvre la période de dépôt de projet, donc la date où les formulaires en ligne seront disponibles. 30 novembre, en fait, c'est la date prévue limite pour remettre un projet. Bien sûr, on se rappelle que le programme du Fonds Éco-Leader est un programme premier arrivé, premier servi. Donc, il est possible que l'enveloppe se termine avant le 30 novembre. Bien sûr, on vous serait averti le cas échéant. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux, infolettes. Mais actuellement, la date limite pour déposer un projet est statuée au 30 novembre 2024. Et je vous rappelle encore une fois les deux dates que je considère les plus importantes. Donc, 31 janvier 2025, date limite pour terminer les projets, et 28 février 2025, date limite pour remettre les rapports finaux, reddition de compte et compagnie. Et la petite phrase soulignée est très importante, aucun délai ne pourra être accordé. Donc, ce matin, nous sommes plusieurs en ligne, le webinaire est enregistré, on a tout sur les mêmes bases avec les mêmes dates. Donc, j'ai bon espoir qu'il n'y aura aucun retard. Et sachez que, comme les années précédentes, les dépenses sont admissibles à partir de la date de dépôt de projet. Donc, par exemple, vous déposez un projet le 15 juillet prochain, vous avez l'accusé de réception, vous pourrez démarrer votre projet, les dépenses sont admissibles. Cependant, notez qu'il n'y a aucune garantie de financement avant l'analyse complète du dossier, qu'éventuellement, il faudra signer une convention aussi. Donc, gardez bien en tête que les dépenses sont admissibles, mais aucune garantie à ce moment-là. Je terminais pour vous dire, bien sûr, vous aurez beaucoup de ressources pleines de réponses pour vous en ligne sur le site web du Fonds Éco-Leader. Donc, je vous conseille d'abord, si vous avez des questions, de consulter ces ressources. Bien sûr, si vous avez des questions qui ne sont pas répondues dans ces dites ressources ou des cas trop spécifiques pour que ça le soit, on est toujours disponible au info@commercialfondséco-leader.ca pour répondre à vos questions. Aussi, je vous rappelle que le témoignage d'appréciation qui a été mentionné au début de la présentation par Amélie peut être envoyé à la même adresse courriel. Donc, info@fondséco-leader.ca. Vous êtes invité à le faire, comme Amélie le mentionnait. Ça nous fait toujours plaisir de lire ces témoignages.
Aussi, en terminant, étant donné qu'on essaie que les délais de réponse soient les plus courts possibles au niveau des questionnements, s'il vous plaît, inscrire dans l'objet de votre courriel votre région, étant donné pour qu'on puisse vous diriger à la ou les bonnes personnes pour répondre à votre demande. Bien sûr, ça c'est avant d'avoir un dépôt de projet officiel où vous aurez un numéro de projet auquel cas pourra être mis dans l'objet de courriel, mais lorsque ce n'est pas lié à un dépôt de projet, s'il vous plaît, mettez votre région, ça permettra à tout le monde d'allonger des délais et d'être dirigé aux bonnes personnes. On serait rendu à la période de questions. Donc, moi, je n'ai absolument rien vu. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'onglet questions et réponses. Je vais éteindre mon micro, voir si mes collègues me parlent. Oui. Bon, bonjour tout le monde. Claudine Segui, coordonnatrice de l'équipe entreprise de la Faculté D. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses ce matin. Donc, j'ai essayé de répondre au plus de questions possibles. J'espère que j'en ai pas manqué, mais si j'en ai manqué, on va pouvoir, en tout cas, si je ne me trompe pas, la technique, là, on va pouvoir y répondre par la suite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le répertoire d'experts. Donc, je vais juste inviter Amélie à revenir sur ce détail-là, sur comment on peut s'inscrire si on n'y est pas, puis qu'est-ce qui va être affiché, tout ça. Donc, je la laisse vous répondre à cette question. Génial. Donc, je reprends la parole. Effectivement, le répertoire d'experts, eh bien, notre objectif, c'est d'avoir vraiment un répertoire qui est le plus, en fait, facile d'utilisation pour les entreprises, pour les utilisateurs, favoriser une meilleure expérience client. C'est la raison pour laquelle on a fait vraiment le choix là, de repenser nos questions, de repenser aussi la manière dont certaines informations étaient présentées. On sait qu'actuellement, le répertoire d'experts est très riche. On le veut riche, mais notamment par la multiplicité des thématiques qui étaient présentées. On avait des thématiques au niveau du marketing vert, de l'innovation. Toutes ces choses sont extrêmement intéressantes là, dans un contexte d'économie verte, mais maintenant, dans un cadre du programme d'aide financière, on voulait vraiment aller chercher là, une optimisation à ce niveau-là. Donc, effectivement, les questions pour devenir expert vont être un peu modifiées. On va aussi avoir des questions par rapport au mandat que vous avez réalisé. Bien sûr, ça ne va pas changer du tout. Un répertoire, c'est un répertoire. Il y a des questions qui restent, bien sûr, la base là, dans tous les cas, mais effectivement, ça va probablement recentrer dans certains cas, puis aller chercher des experts qui vraiment ont le potentiel d'offrir des services qui sont admissibles dans le cadre du programme. On ne peut pas garantir cette admissibilité-là dans le sens où chaque projet doit être évalué là, de manière individuelle, mais vraiment, c'est le but. Donc, de recentrer. On parlait de recentrage de programme, on parle aussi de recentrage de répertoire d'experts. Là, maintenant, comme on le disait, actuellement, on est sur l'ancien répertoire. Le nouveau est en préparation, est en bonne voie de préparation. Comme Frédéric vous le disait, actuellement, pour les experts qui veulent s'inscrire, et c'est pas possible d'utiliser, en fait, là, le canal qui était disponible auparavant. Donc, vraiment, la chose que vous pouvez faire, c'est d'aller sur le site web du Fonds Éco-Leader, répertoire d'experts, vous inscrire comme expert, et là, à ce moment-là, vous allez trouver la procédure qui est assez simple. Donc, c'est notamment un courriel dans lequel on vous demande de préciser certaines informations de base avec différents exemples de mandats. Donc, vraiment, toutes ces questions-là sont précisées sur la page dont je viens vous parler. Transférer ces informations-là par courriel. Nous allons à l'interne les recevoir, les traiter et à ce moment-là, si vous êtes admissible, vous allez être temporairement être considéré comme admissible en fait, là, au répertoire du Fonds Éco-Leader, où vous ne serez pas présent parce que, bien sûr, on va éviter de travailler en double, c'est-à-dire de vous représenter, mais sachez que à ce moment-là, quand vous aurez un courriel vous confirmant que nous avons bien reçu et qu'on vous confirme là, votre acceptation temporaire, vous serez considéré comme admissible au répertoire, donc il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Ensuite, dans la même vague, tous ces experts-là seront invités finalement à répondre aux nouveaux questionnaires du répertoire, donc au courant de l'été. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'il y aura un rafraîchissement des informations de tous. Et puis, chacun pourra voir si dans les nouveaux paramètres
paramètres qu'on a mis en place, il y a admissibilité au répertoire, mais comme il n'y aura pas de virage très, très important, donc je pense que pour la majorité d'entre vous, surtout ceux qui sont déjà associés à une demande qui a été financée par le Fonds Éco-Leader, je ne pense pas qu'il y ait de grandes surprises par rapport à votre admissibilité au répertoire. Donc, ce n'est pas une source de stress, mais bien sûr, là, dans les périodes de changement, ça entraîne quelques petites modifications. Donc, sachez que c'est le compromis qu'on a trouvé, le meilleur compromis possible qu'on a trouvé pour améliorer l'outil et puis ne pas vous désavantager dans le cadre d'une ouverture d'enveloppe. Super. Amélie, une autre question, beaucoup d'inquiétudes sur les délais et pourquoi une période si courte dans les dépôts puis la réalisation des projets. S'il te plaît. Ben, en fait, on vous comprend. Hein? Je veux dire, nous sommes assez bons en mathématiques à l'interne dans l'équipe. On a fait nos classes. On comprend très bien que la période d'ouverture correspond à un délai de réalisation assez court des projets. Donc, en considérant un délai, une ouverture d'enveloppe au début du mois et puis une fin de projet à la fin janvier, des délais de traitement. On parle effectivement d'environ 6 mois de réalisation de projet. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce que c'est l'univers en ce moment dans lequel on doit évoluer? Oui. Comme je vous disais, en fait, le financement du MEIE, qu'on est très content de recevoir, là, est sur une année. On l'apprécie. Ça nous permet de continuer justement les succès, mais ça vient avec certaines modalités, ce qui fait que nous, on a une réédition de compte et on doit fermer le programme à partir de ce moment-là. Et vous savez qu'il y a une date de fin de projet et comme Frédéric vous l'expliquait, il y a une date aussi de réédition de compte pour nous remettre vos rapports finaux et de traitement de tout ça. Donc, dans ce contexte-là, c'est impossible d'aller chercher des délais de réalisation de projet plus longs, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'on comprend que ce n'est pas l'idéal et puis que ça ne correspond pas à la réalité de tous les projets? Totalement. On ne peut pas nécessairement changer les choses. Comme je vous disais, il y a plusieurs partenaires qui sont intéressés à un renouvellement. Nous, on travaille toujours dans des renouvellements, dans une optique à plus long terme parce qu'on connaît vos réalités aussi. Après ça, ben, il y a des contextes aussi là, de restrictions budgétaires. Puis ça, ben, il n'y a personne qui peut y faire quoi que ce soit entre nous. Donc, ben, je vous inviterai peut-être, je vous parlais de témoignages, témoignages positifs par rapport à votre expérience ou par rapport à la pertinence du programme, mais pourquoi pas nous dire un mot là-dessus aussi dans votre témoignage là, de l'intérêt d'avoir une enveloppe à plus long terme pour pouvoir correspondre plus aux besoins de réalisation des projets. Encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est vraiment juste un partage d'informations. Puis vous pouvez aussi en profiter pour nous transmettre vos différents commentaires par rapport au Fonds Éco-Leader. Je pense que notre souhait, ça sera aussi d'organiser un sondage là, à travers l'année, mais à court terme, c'est l'outil qu'on aura tout simplement. Donc, sachez qu'on vous comprend. On comprend très bien ça. Maintenant, c'est vraiment les paramètres avec lesquels on doit agir actuellement. Puis je pense qu'on peut quand même s'en réjouir parce que c'est une bonne nouvelle. Puis au contraire, un non-renouvellement, mais ça aurait été vraiment ça aurait eu un impact là, beaucoup plus grand là, sur l'écosystème, à mon sens. Super, merci Amélie. Deux petites questions pour toi, Frédéric. On a eu quand même des questions sur les démarches de développement durable. Pourrais-tu revenir sur, l'année dernière, il y avait, on avait dit que c'était limité à 50% de financement au lieu de 75%. Puis je pense qu'il y a une question aujourd'hui sur est-ce que c'est encore comme ça ou donc peut-être tu peux revenir sur la slide puis repréciser ça. Oui, en fait, ben, vous avez bien vu là, les lignes directrices. En fait, l'année dernière, si je fais une parenthèse, l'année dernière, on avait vraiment séparé les démarches de développement durable comme deux catégories, donc les démarches qui étaient plus stratégiques versus les démarches qui étaient plus générales. Cette année, on a enlevé ces catégories-là pour simplement avoir une ligne directrice qui était peut-être plus claire, c'est-à-dire le financement peut varier entre le 50 et 75 encore. Cependant, tout est lié directement aux retombées environnementales potentielles. Donc, peu importe la démarche de développement durable à son sens, si la démarche a beaucoup de retombées environnementales potentielles, eh bien, elle pourra potentiellement aller chercher 75 %. Et au contraire, si la démarche est plus à vocation sur d'autres piliers que des piliers environnementaux, ben, à ce moment-là, c'est peut-être plus 50 % que le projet pourra aller chercher. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Merci.
Merci Frédéric. Une autre question pour le plafond par entreprise ainsi que les projets de TP et PAE. Peut-être que tu pourrais revenir sur cette slide-là, s'il te plaît. Oh, oui. Ça va être- Ben, ici, on l'a ici, en fait, au niveau des subventions. Donc, montant cumulatif. En fait, c'est pour faire le parallèle avec les années dernières. On se rappelle qu'une entreprise pouvait aller chercher jusqu'à 100 000 de subventions, tout projet confondu, peu importe le volet, peu importe le volet, peu importe le nombre de projets, peu importe la catégorie. Ben, c'est encore le cas au niveau du volet catégorie et projet. Cependant, le plafond par entreprise est désormais 60 000 tandis qu'on a juste aussi un an. Donc, pour vous donner un exemple, là, si une entreprise a 20 000 de subvention pour un projet, peut aller chercher un autre 20 000 de subvention pour un deuxième projet et pour aller chercher même un 20 000 de plus pour un troisième pour atteindre son plafond, ou une entreprise pour faire un seul gros projet de technologie propre et atteindre son plafond directement de 60 000. Bref, on doit respecter le plafond à la fois par grande catégorie, donc pratique d'affaires éco-responsable, technologie propre, on doit respecter les plafonds par catégorie, mais globalement, il faut aussi respecter le plafond de 60 000 par entreprise. Parfait, merci. Deux petites autres questions au niveau des frais, tu sais, de formation, matériel. Peux-tu Oui. repréciser, s'il te plaît? Oui, en fait, il n'y a pas eu de grands changements à ce niveau-là. C'est entre autres pour ça que ça ne se trouvait pas dans les slides cette année, ben aujourd'hui. Les frais, il est toujours possible d'avoir des frais de formation, des frais de matériel et donc aussi des frais de placement, comme j'ai marqué dans la diapo ici, avec certains maximums. Les mêmes commentaires sont à noter que les années dernières, c'est-à-dire un projet ne peut pas être juste de la formation. Donc, la formation peut être incluse dans les projets. Même chose pour ce qui est du matériel. Donc, c'est sûr que le Fonds Couleur finance très, très majoritairement des honoraires professionnels. Ça à garder en tête. Et donc, l'acquisition de matériel, de technologie n'est pas le fondement du Fonds Couleur. Cependant, lorsque du matériel est nécessaire pour mettre en place soit des pratiques ou en amont d'une technologie propre, bien, ce matériel-là peut être admissible au financement. Donc, il n'y a pas eu grand changement à ce niveau-là. C'est entre autres pour ça qu'on n'en a pas parlé ce matin. Super, merci. Peut-être une autre question sur comment est versée la subvention. Donc, à partir à quel moment les gens peuvent s'attendre à recevoir leur versement? Bien, la façon que ça fonctionne, si on se fait une petite ligne du temps, là, on a un dépôt de projet. Par la suite, là, les dépenses deviennent éligibles dès le dépôt. Il se trouve après l'analyse, donc tout ce qui est l'analyse du projet jusqu'à temps qu'il y ait la confirmation, la validation du projet et par le FAQTD. Par la suite, il y a la signature de la convention et c'est à ce moment qu'on a le premier versement. Donc, la moitié du projet, normalement, la moitié du montant de subvention, donc 50 du montant de la subvention est alloué à la convention. Par la suite, se passe tout le projet. Du côté de l'entreprise et de l'expert, bien sûr, il y a la reddition de compte. Et lorsque la reddition de compte finale est donnée, analysée et validée par les facultés, on a par la suite le deuxième versement de 50 à la fin du projet. Excellent. On va prendre deux dernières questions ici. Frédéric, peux-tu clarifier si les frais d'acquisition de technologies propres sont admissibles, s'il te plaît? Non, mais comme j'ai mentionné brièvement un peu plus tôt, le Fonds Couleur se concentre sur les honoraires professionnels. Donc, tout ce qui est acquisition de technologie, à moins que ça tombe, comme je vous dis, dans la portion admissible du programme pour le matériel, la technologie en soi n'est pas admissible, n'est pas une dépense admissible au programme de financement. Excellent. Puis je pense qu'il y a une personne qui a encore besoin de préciser quel est le montant, le plafond maximum qu'une entreprise peut aller chercher cette année. Cette année, le plafond est de 60 000 puis comme je vous disais, ça peut être via un projet, deux projets et plus, peu importe aussi les catégories que vous voulez concerner, mais une entreprise ne pourra pas avoir plus de 60 000 de subvention cette année. Excellent. Oui. Je reviendrai peut-être sur une ou deux petites choses. Oui, alors écoutez, on laisse pour les quelques minutes qui restent, je laisse la parole à Amélie qui viendrait repréciser certains éléments.
Merci, merci. Je voyais différentes questions concernant les délais par rapport justement à la courte période de réalisation. Vous comprendrez que c'est extrêmement difficile à dire dans le sens où nous avons mis en place différentes choses pour faciliter, pour diminuer le délai de traitement de chacune des demandes. Donc, notre équipe est bien rodée. Elle vient de passer à travers je dirais, d'un marathon qui ressemblait plus à un blitz, mais sur plusieurs mois d'analyse de rapports finaux. Donc, notre équipe est vraiment bien rodée. Maintenant, l'automatisation va donner un coup de pouce. Et c'est là aussi que c'est un travail de collaboration. Je parlais de demandes qui sont complètes, donc qui sont en fait là, qui n'iront pas de l'avant si elles sont incomplètes et qui seront en fait là, les demandeurs seront invités à redéposer. Ça, c'est une chose. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact sur le délai de traitement parce qu'on va passer moins de temps à reparler aux demandeurs, à réexiger des pièces, etc. Maintenant, je n'ai pas parlé de clarté. Je vous inviterais vraiment, là, c'est un formulaire qui est relativement simple, je dirais, dans l'écosystème d'aide financière là, au Québec, de vraiment prendre le temps de bien nous expliquer quel est votre projet, donc avec clarté des objectifs, des différentes activités qui sont prévues. Nous, moins on fouille, moins on a besoin de passer du temps à comprendre votre projet, plus on gagne du temps. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut s'entraider, je pense. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Maintenant, c'est difficile de voir le délai de traitement, mais sachez qu'on connaît très bien l'impact avec les courts délais de réalisation. Donc, on va y aller au plus rapidement possible. Il y avait une question sur la thématique de la biodiversité. C'est très intéressant. Sachez que c'est quelque chose qu'on va regarder, qu'on va évaluer dans l'année à venir, des projets justement d'entreprise qui pourraient avoir un impact positif sur la biodiversité. C'est un sujet qui nous intéresse. Donc, ça ne sera pas admissible en ce moment, mais sachez qu'on a l'œil là-dessus. Et j'avais une autre. Ah oui, la dernière chose. Je voyais une question là qui posait la question conseiller. Il n'y a plus de réseau de conseillers, mais les experts. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est moins au courant là, du Fonds Éco-Leader, son fonctionnement dans les dernières années. Je veux juste vous rappeler que le répertoire d'experts rassemble finalement les experts qui peuvent aider les entreprises à réaliser leurs projets de pratique d'affaires éco-responsables ou de technologie propre. Donc, c'est différentes entreprises qui offrent des services ou organismes qui offrent des services là, vraiment, là, on va dire, de consultation, tout simplement, dans les deux sphères et qui sont rassemblés sur nos répertoires d'experts. Et les conseillers qui étaient auparavant là, dans le cadre du Fonds Éco-Leader, avaient vraiment comme objectif de mobiliser le milieu, de mobiliser les entreprises aussi, de transférer, de sensibiliser aussi, les orienter vers les meilleures ressources. Et c'est cette partie-là qui sera pas présente cette année, étant donné le recentrage du programme. Donc, vraiment, c'est deux choses complètement séparées. Donc, c'était la petite précision que je voulais faire là pour ceux qui auraient peut-être moins suivi le Fonds Éco-Leader dans les dernières années, tout simplement. Bon, il est déjà 10h01. Ce serait la fin du webinaire, en fait. Fait que merci beaucoup d'avoir été présent en si grand nombre ce matin. Et à bientôt. En fait, bonne fin de journée à vous et à la prochaine.